Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je ne pensais qu'à une seule chose. Bon voilà, il y a 3 trucs qui fonctionnent sur Internet, les fesses, les jeux vidéo et les chats. Mais quand on fait des vidéos, on ne peut pas tout mélanger. Donc j'ai retiré les chats. Mais en même temps, je me disais, montrer des fesses et des jeux vidéo, ça marche vraiment que si je me spécialise dans Dead or Alive Beach Volley. Alors du coup, je me suis dit que j'allais faire du contenu en parlant de Game Studies, de sociologie et de Cultural Studies dans le jeu vidéo. Mais plus j'avançais dans mes recherches et mes lectures, et plus je faisais face à ce que j'appelle les grands dogmes du jeu vidéo, des postures dérivées des sciences ou de concepts scientifiques qui sont utilisés à tort. Cependant, pour expliquer tout le reste, il faut d'abord que j'explique ce que ces dogmes sont. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, eh bien je démarre ma série de vlogs. Donc, Internet, bonjour et bienvenue dans ma série de vlogs sur la vie, l'univers et tout le reste que j'ouvre avec cette vidéo. Je vais ici m'intéresser aux très grands dogmes autour du jeu vidéo. Ces dogmes sont importants à connaître car ils expliquent, à mon sens, beaucoup de postures prises autant par les développeurs que les joueurs. Alors, avant toute chose, je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais me concentrer sur des dogmes. Je les définis dans ce contexte comme des postures adoptées soit par des joueurs, soit par des développeurs. Ces postures sont des dérives de certaines sciences ou concepts puisqu'elles sont considérées comme les seules vérités par ceux qui les défendent. Quel merveilleux petit dragon. Il s'appelle Spyro. Il sait nager. Il grimpe, il vole. Oh, une petite grenouille. Je suis sûre qu'il va l'embrasser. Alors, la narratologie n'est évidemment pas un dogme. C'est à la base une science qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes littéraires. C'est donc une discipline qui étudie la construction d'un texte en se focalisant par exemple sur l'étude des personnages ou alors sur la narration. Par exemple, un narratologue va chercher à étudier la trame d'une histoire et comment celle-ci est perçue par le public. Une posture dogmatique issue de cela va être par exemple le cas du studio Quantic Dream et du studio Telltale, qui proposent tous deux des expériences hautement narratives avec un gameplay minimum, voire inexistant. D'autres postures vont aussi se reposer sur la narratologie en énonçant que celle-ci est primordiale pour assurer le maintien du joueur et pour aussi assurer un niveau de réalisme important. Et tout cela se résume dans la phrase suivante « Ouais, moi de toute façon, je joue pour l'histoire ». Un autre courant de pensée vient discuter ce dogme issu de la narratologie. Il s'agit des ludologues dont la vision est pertinente et complexe. Alors, évidemment que la ludologie n'est initialement pas un dogme, on est bien d'accord là-dessus. Les ludologues reconnaissent l'existence possible d'éléments narratifs dans les jeux vidéo, mais ils contestent la légitimité de la narratologie, en soulignant les insuffisances d'une approche exclusivement centrée sur les aspects narratifs, aveugle aux spécificités de ces loisirs numériques. En gros, pour les ludologues, la complexité de ce que peut proposer un jeu ne peut en aucun cas se résumer à ses aspects narratifs. Mais ça, c'est une posture plutôt ouverte et scientifique. La dérive dogmatique derrière cela est de dire que seul le gameplay compte, et que l'histoire du jeu n'est pas importante. Un cas extrême de cela concerne par exemple les productions Nintendo, comme les jeux Mario, où l'histoire n'est considérée que comme un prétexte. Le problème de cette posture est qu'elle minimise aussi la capacité des jeux à diffuser certains préconçus, certains stéréotypes, et de manière générale certaines valeurs. C'est pour cela que des féministes comme Anita Sarkeesian rappellent à juste titre que même un jeu comme Super Mario Bros, malgré le scénario prétexte, reste sexiste. Cependant, ces arguments ne sont pas forcément écoutés car ils trouvent en face d'eux des individus adoptant une posture ludologue pour justifier le sexisme dans Mario. Cela se résume particulièrement bien avec la phrase « mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas méchant ». Autrement dit, il y a une confrontation entre deux types de postures dogmatiques qui empêchent un véritable dialogue. D'ailleurs, entre parenthèses, le débat narratologie versus ludologie est un débat que l'on peut facilement dépasser puisque les jeux vidéo sont des objets venus discuter les limites des deux disciplines. Les personnes prenant parti sur cette opposition le font plus par posture que par autre chose. Si l'on réfléchit un tant soit peu sur les usages, on s'aperçoit que les prises de position marquées ne tiennent plus. Et en plus, on peut trouver quelques chercheurs ayant énoncé que ce débat n'avait pas lieu d'être. Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient. Spyro 2 sur PlayStation. Dans la partie précédente, nous avons discuté surtout finalement de la construction d'un jeu. La narratologie et la ludologie orientent clairement les choix de game design du créateur. Et celui-ci, en fonction de ses objectifs, va créer un objet qui équilibre ou minimise totalement un aspect pour mettre l'autre en avant. Par exemple, Spelunky ou encore Downwell minimisent leur histoire pour se focaliser sur le gameplay. Eh bien, dans cette partie, nous allons discuter du débat sur ce que recherchent les créateurs et les joueurs dans un jeu vidéo.
Et à ce sujet, encore une fois, cela va être clivant. Certains vont être à la recherche d'un échappatoire, tandis que d'autres vont être à la recherche du réalisme. Il y a donc une discussion entre ce que l'on appelle le besoin de réalisme et le besoin d'escapisme dans le jeu vidéo. Alors attention, quand je parle d'escapisme, je fais référence au dogme qui évoque le besoin du joueur de s'évader dans un univers tout autre, pas plus. Nous verrons dans une autre vidéo que la notion d'escapisme ou d'échappatoire est bien plus complexe au niveau psychologique que cela. Ainsi, les tenants du réalisme cherchent à recréer un univers proche du nôtre, ou alors un jeu proposant des règles similaires aux nôtres. Par exemple, un développeur va chercher à reproduire les lois physiques qui régissent notre monde dans le monde du jeu qu'il est en train de créer. C'est le cas par exemple d'un grand nombre d'open world. Ou alors, il va focaliser son développement sur le réalisme d'un système particulier, comme un système économique par exemple. C'est le cas dans les Football Managers, et dans une moindre mesure, c'est le cas dans Democracy 3. Dans ce cas-là, le jeu doit être plus ou moins cohérent avec notre monde et doit proposer un sentiment de réalisme aux joueurs. D'ailleurs, on s'aperçoit rapidement de la difficulté de l'exercice, car plus on essaie de s'approcher de la réalité, et plus les petits défauts vont apparaître gros. C'est ce que l'on appelle « the uncanny valley ». À l'inverse, les tenants de l'escapisme ou de l'escapism, avec mon accent, vont justifier leur intérêt pour un jeu parce que celui-ci présente énormément de différences avec notre monde. Le monde du jeu n'a donc pas besoin de se rapprocher de nos lois esthétiques, physiques et j'en passe pour exister. Pour la majorité des joueurs qui apprécient ce concept, le jeu devra uniquement être cohérent par rapport à lui-même. On peut inclure tout un tas de jeux comme la série des Zelda ou encore des Elder Scrolls, qui nous emportent dans des mondes totalement différents du nôtre. La pensée dogmatique autour de ce concept est d'énoncer qu'un jeu n'a d'intérêt que s'il est un échappatoire. De fait, cela exclut un grand nombre de jeux de gestion et de stratégie. Le cauchemar extrême pour un tenant de l'escapisme doit sûrement être les simulateurs allemands. Imaginez un agriculteur qui rentre chez lui pour jouer à Farming Simulator, ce serait un comble. Cependant, nul ne peut nier le succès auprès d'un certain public de ce type de jeu. Preuve en est que ce qui définit un jeu est en réalité bien plus complexe. Inutile de dire qu'en réalité, les jeux mélangent ces deux notions et que globalement, la distinction que je fais est factice. Même dans les jeux les plus réalistes, nous pouvons y trouver des éléments qui nous permettent de nous échapper dans un autre univers. Et de manière générale, pouvons-nous vraiment parler de réalisme dans le divertissement? Vous pouvez me donner votre avis sur le sujet. Cependant, celui-ci reste tout de même clivant. Faites le test autour de vous, lancez ce sujet auprès de vos amis, et plus la discussion va avancer, et plus ils opteront pour l'une des deux postures, sans pour autant que celle-ci corresponde parfaitement à leur pratique. Mais attention, associer le réalisme d'un jeu uniquement à son graphisme peut être trompeur. De même, ce serait minimiser la nature de la relation entre le jeu et son réalisme. Prenez l'exemple de Paper Please. Si clairement les graphismes restent pixelisés voire abstraits, tout nous pousse au réalisme dans le gameplay, que cela soit le traitement des tâches à réaliser, que l'histoire et l'évolution des personnages. L'évocation auprès du joueur du réalisme dépasse ici le simple cadre du graphisme. Mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'empares du sable infernal et là, tu arrives au labyrinthe maudit. Ah oui, le labyrinthe maudit. Nos grands-mères sont formidables. Aujourd'hui, souhaitons leur bonne fête. Alors vous me direz, après tout ce que l'on vient de voir, à quoi cela sert de connaître l'existence de ces postures et de ces dogmes? Eh bien, tout simplement, reconnaître les postures permet d'améliorer les discussions autour du jeu vidéo, et surtout d'amener des réponses plus précises à un grand nombre de questions autour de notre média. Cela permet aussi de dépasser certaines oppositions qui sont en réalité fictives. J'ai évoqué cela plusieurs fois pendant la vidéo, mais les recherches dépassent souvent les oppositions narratologie, ludologie ou réalisme-escapisme. Par exemple, opposer narratologie et ludologie n'a pas véritablement de sens, surtout pour le jeu vidéo, qui est un genre qui mélange les deux. Et maintenant, vous pourriez me dire, mais à quel type de questions cela répond-il? Et donc voici une petite sélection de mon cru. Les jeux vidéo peuvent-ils être crédibles? Oui, bien sûr, mais la question est trop simpliste. Est-ce qu'un jeu est crédible en fonction de son histoire, de son gameplay ou de ses graphismes? La crédibilité est un concept extrêmement complexe et qui repose sur énormément de causes variées. Par exemple, encore une fois, Paper Please propose des mécaniques et un univers qui semble crédible dans le sens que cela représente quelque chose qui aurait pu exister. Mais les graphismes viennent clairement contraster ce propos. Par contre, les jeux open world comme GTA et Assassin's Creed proposent des univers et une physique cherchant à être réalistes, mais en aucun cas, cela semble crédible, surtout au niveau de l'histoire. Mario est-il sexiste? Oui, totalement. La représentation des femmes transmise par l'image de Peach n'est clairement pas à leur avantage.
Cependant, Nintendo est plutôt dans un délire escapiste et ludologue. Ces postures aident à comprendre pourquoi Nintendo maintient ce type de scénario dans ses jeux, et que cela frustre énormément de communautés de représentation féministes. Le scénario ici est encore une fois qu'un seul prétexte à des phases de gameplay. Peut-on s'identifier à un personnage féminin? Le processus d'identification est extrêmement complexe et ne se délimite pas à une question de genre. La preuve en est que dans les MMORPG style Guild Wars et World of Warcraft, on retrouve des joueurs hommes qui incarnent des personnages féminins. Ces joueurs sont dans une logique d'escapisme, et les meilleurs exemples sont d'ailleurs dans ceux qui se retrouvent à faire du roleplay. Peut-on s'amuser sur Farming Simulator? Eh bien, si vous cherchez à aller vous battre contre des dragons, eh bien, il existe peut-être un mode pour ça. Mais sinon, clairement pas. Par contre, si vous recherchez un jeu de simulation réaliste, eh bien c'est parfait pour vous, alors foncez. Bref, Internet, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à mieux comprendre les différentes postures qui nous poussent dans les discussions à argumenter d'une certaine façon autour du jeu vidéo. Sur ce, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur un sujet un peu plus précis comme à l'habitude, et en attendant, comme toujours, Internet, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ah, Internet, aussi je voulais te dire, tu vois, c'est ma première vidéo de type vlog, et c'est un exercice avec lequel je suis pas encore très à l'aise. Donc n'hésite pas à me dire ce qui va et ce qui ne va pas dans cette vidéo, pour que je puisse l'améliorer dans la prochaine. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous. Walls, locks, latches, doors, gates. These humans sure like locking each other up. All this is making me nervous. De nos lois esthétiques, physiques et j'en passe pour exister. Pour la majorité des joueurs qui apprécient ce concept, le jeu devra uniquement être cohérent par rapport à lui-même. On peut inclure tout un tas de jeux comme la série des Zelda ou encore des Elder Scrolls, qui nous emportent dans des mondes totalement différents du nôtre. La pensée dogmatique autour de ce concept est d'énoncer qu'un jeu n'a d'intérêt que s'il est un échappatoire. De fait, cela exclut un grand nombre de jeux de gestion et de stratégie. Le cauchemar extrême pour un tenant de l'escapisme doit sûrement être les simulateurs allemands. Imaginez un agriculteur qui rentre chez lui pour jouer à Farming Simulator, ce serait un comble. Cependant, nul ne peut nier le succès auprès d'un certain public de ce type de jeu. Preuve en est que ce qui définit un jeu est en réalité bien plus complexe. Inutile de dire qu'en réalité, les jeux mélangent ces deux notions et que globalement, la distinction que je fais est factice. Même dans les jeux les plus réalistes, nous pouvons y trouver des éléments qui nous permettent de nous échapper dans un autre univers. Et de manière générale, pouvons-nous vraiment parler de réalisme dans le divertissement? Vous pouvez me donner votre avis sur le sujet. Cependant, celui-ci reste tout de même clivant. Faites le test autour de vous, lancez ce sujet auprès de vos amis, et plus la discussion va avancer, et plus ils opteront pour l'une des deux postures, sans pour autant que celle-ci corresponde parfaitement à leur pratique. Mais attention, associer le réalisme d'un jeu uniquement à son graphisme peut être trompeur. De même, ce serait minimiser la nature de la relation entre le jeu et son réalisme. Prenez l'exemple de Paper Please. Si clairement les graphismes restent pixelisés voire abstraits, tout nous pousse au réalisme dans le gameplay, que cela soit le traitement des tâches à réaliser, que l'histoire et l'évolution des personnages. L'évocation auprès du joueur du réalisme dépasse ici le simple cadre du graphisme. Mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'empares du sable infernal et là, tu arrives au labyrinthe maudit. Ah oui, le labyrinthe maudit. Nos grands-mères sont formidables. Aujourd'hui, souhaitons leur bonne fête. Alors vous me direz, après tout ce que l'on vient de voir, à quoi cela sert de connaître l'existence de ces postures et de ces dogmes? Eh bien, tout simplement, reconnaître les postures permet d'améliorer les discussions autour du jeu vidéo, et surtout d'amener des réponses plus précises à un grand nombre de questions autour de notre média. Cela permet aussi de dépasser certaines oppositions qui sont en réalité fictives. J'ai évoqué cela plusieurs fois pendant la vidéo, mais les recherches dépassent souvent les oppositions narratologie, ludologie ou réalisme-escapisme. Par exemple, opposer narratologie et ludologie n'a pas véritablement de sens, surtout pour le jeu vidéo, qui est un genre qui mélange les deux. Et maintenant, vous pourriez me dire, mais à quel type de questions cela répond-il? Et donc voici une petite sélection de mon cru. Les jeux vidéo peuvent-ils être crédibles? Oui, bien sûr, mais la question est trop simpliste. Est-ce qu'un jeu est crédible en fonction de son histoire, de son gameplay ou de ses graphismes? La crédibilité est un concept extrêmement complexe et qui repose sur énormément de causes variées. Par exemple, encore une fois, Paper Please propose des mécaniques et un univers qui semblent crédibles dans le sens que ceux-là le font plus par posture que par autre chose. Si l'on réfléchit un tant soit peu sur les usages, on s'aperçoit que les prises de position marquées ne tiennent plus. Et en plus, on peut trouver quelques chercheurs ayant énoncé que ce débat n'avait pas lieu d'être.
Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient. Spyro 2 sur PlayStation. Dans la partie précédente, nous avons discuté surtout finalement de la construction d'un jeu. La narratologie et la ludologie orientent clairement les choix de game design du créateur. Et celui-ci, en fonction de ses objectifs, va créer un objet qui équilibre ou minimise totalement un aspect pour mettre l'autre en avant. Par exemple, Spelunky ou encore Downwell minimisent leur histoire pour se focaliser sur le gameplay. Eh bien, dans cette partie, nous allons discuter du débat sur ce que recherchent les créateurs et les joueurs dans un jeu vidéo. Et à ce sujet, encore une fois, cela va être clivant. Certains vont être à la recherche d'un échappatoire, tandis que d'autres vont être à la recherche du réalisme. Il y a donc une discussion entre ce que l'on appelle le besoin de réalisme et le besoin d'escapisme dans le jeu vidéo. Alors attention, quand je parle d'escapisme, je fais référence au dogme qui évoque le besoin du joueur de s'évader dans un univers tout autre, pas plus. Nous verrons dans une autre vidéo que la notion d'escapisme ou d'échappatoire est bien plus complexe au niveau psychologique que cela. Ainsi, les tenants du réalisme cherchent à recréer un univers proche du nôtre, ou alors un jeu proposant des règles similaires aux nôtres. Par exemple, un développeur va chercher à reproduire les lois physiques qui régissent notre monde dans le monde du jeu qu'il est en train de créer. C'est le cas par exemple d'un grand nombre d'open world. Ou alors, il va focaliser son développement sur le réalisme d'un système particulier, comme un système économique par exemple. C'est le cas dans les Football Manager, et dans une moindre mesure, c'est le cas dans Democracy 3. Dans ce cas-là, le jeu doit être plus ou moins cohérent avec notre monde et doit proposer un sentiment de réalisme aux joueurs. D'ailleurs, on s'aperçoit rapidement de la difficulté de l'exercice, car plus on essaie de s'approcher de la réalité, et plus les petits défauts vont apparaître gros. C'est ce que l'on appelle « the uncanny valley ». À l'inverse, les tenants de l'escapisme ou de l'escapism, avec mon accent, vont justifier leur intérêt pour un jeu parce que celui-ci présente énormément de différences avec notre monde. Le monde du jeu n'a donc pas besoin de se rapprocher de nos lois esthétiques, physiques et j'en passe pour exister. Pour la majorité des joueurs qui apprécient ce concept, le jeu devra uniquement être cohérent par rapport à lui-même. On peut inclure tout un tas de jeux comme la série des Zelda ou encore des Elder Scrolls, qui nous emportent dans des mondes totalement différents du nôtre. La pensée dogmatique autour de ce concept est d'énoncer qu'un jeu n'a d'intérêt que s'il est un échappatoire. De fait, cela exclut un grand nombre de jeux de gestion et de stratégie. Le cauchemar extrême pour un tenant de l'escapisme doit sûrement être les simulateurs allemands. Imaginez un agriculteur qui rentre chez lui pour jouer à Farming Simulator, ce serait un comble. Cependant, nul ne peut nier le succès auprès d'un certain public de ce type. La distinction que je fais est factice. Même dans les jeux les plus réalistes, nous pouvons y trouver des éléments qui nous permettent de nous échapper dans un autre univers. Et de manière générale, pouvons-nous vraiment parler de réalisme dans le divertissement? Vous pouvez me donner votre avis sur le sujet. Cependant, celui-ci reste tout de même clivant. Faites le test autour de vous, lancez ce sujet auprès de vos amis, et plus la discussion va avancer, et plus ils opteront pour l'une des deux postures, sans pour autant que celle-ci corresponde parfaitement à leur pratique. Mais attention, associer le réalisme d'un jeu uniquement à son graphisme peut être trompeur. De même, ce serait minimiser la nature de la relation entre le jeu et son réalisme. Prenez l'exemple de Paper Please. Si clairement les graphismes restent pixelisés voire abstraits, tout nous pousse au réalisme dans le gameplay, que cela soit le traitement des tâches à réaliser, que l'histoire et l'évolution des personnages. L'évocation auprès du joueur du réalisme dépasse ici le simple cadre du graphisme. Mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'empares du sable infernal et là, tu arrives au labyrinthe maudit. Ah oui, le labyrinthe maudit. Nos grands-mères sont formidables. Aujourd'hui, souhaitons leur bonne fête. Alors vous me direz, après tout ce que l'on vient de voir, à quoi cela sert de connaître l'existence de ces postures et de ces dogmes? Eh bien, tout simplement, reconnaître les postures permet d'améliorer les discussions autour du jeu vidéo, et surtout d'amener des réponses plus précises à un grand nombre de questions autour de notre média. Cela permet aussi de dépasser certaines oppositions qui sont en réalité fictives. J'ai évoqué cela plusieurs fois pendant la vidéo, mais les recherches dépassent souvent les oppositions narratologie, ludologie ou réalisme-escapisme. Par exemple, opposer narratologie et ludologie n'a pas véritablement de sens, surtout pour le jeu vidéo, qui est un genre qui mélange les deux. Et maintenant, vous pourriez me dire, mais à quel type de questions cela répond-il? Et donc voici une petite sélection de mon cru. Les jeux vidéo peuvent-ils être crédibles? Oui, bien sûr, mais la question est trop simpliste. Est-ce qu'un jeu est crédible en fonction de son histoire, de son gameplay ou de ses graphismes? La crédibilité est un concept extrêmement complexe et qui repose sur énormément de causes variées. Par exemple, encore une fois, Paper Please propose des mécaniques et un univers qui semble crédible dans le sens que cela représente quelque chose qui aurait pu exister.
Mais les graphismes viennent clairement contraster ce propos. Par contre, les jeux open world comme GTA et Assassin's Creed proposent des univers et une physique cherchant à être réalistes, mais en aucun cas, cela semble crédible, surtout au niveau de l'histoire. Mario est-il sexiste? Oui, totalement. La représentation des femmes transmise par l'image de Peach n'est clairement pas à leur avantage. Cependant, Nintendo est plutôt dans un délire escapiste et ludologue. Ces postures aident à comprendre pourquoi Nintendo maintient ce type de scénario dans ses jeux, et que cela frustre énormément de communautés de représentation féministes. Le scénario ici est encore une fois qu'un seul prétexte à des phases de gameplay. Peut-on s'identifier à un personnage féminin? Le processus d'identification est extrêmement complexe et ne se délimite pas à une question de genre. La preuve en est que